La série commence avec une petite fille qui s'échappe en courant de sa maison horrifiante, franchit les jardins à toute vitesse jusqu'à atteindre la route principale. Là, elle tente désespérément d'arrêter n'importe quel véhicule pour s'enfuir. De son côté, Suzanne, une psychiatre, reçoit l'alerte d'une étrange fillette arrivée à l'hôpital, le dos couvert de sang et refusant catégoriquement de parler. Suzanne se précipite à l'hôpital où elle supervise les soins psychiatriques. Elle tente de communiquer avec la jeune fille, celle-là même qui s'est enfuie de cette demeure cauchemardesque. Mais la petite est terrifiée, incapable même de révéler son identité. Avec douceur, Suzanne cherche à la rassurer, à lui faire croire qu'elle est maintenant en sécurité. Faute d'identité, l'hôpital la baptise temporairement Trauma. Une infirmière l'accompagne pour des examens médicaux. Mais au moment de l'injection, la fillette devient violente, refusant qu'on la touche. Suzanne accourt et parvient à la calmer. La petite se détend enfin, s'endort doucement contre son épaule. Des jours plus tard, un homme étrange en uniforme de police se présente à l'hôpital. Suzanne le voit et demande qui il cherche. Il décrit quelqu'un correspondant parfaitement à Trauma, se présentant comme le shérif du comté d'où elle provient. Quelque chose chez lui met Suzanne mal à l'aise. Elle lui explique qu'il faut un parent, un tuteur ou une ordonnance judiciaire pour récupérer la fillette. Le shérif sourit de manière sinistre avant de partir. Suzanne rentre chez elle, où l'attendent son mari et 3 enfants, Jules, Hélène et Dany. Hélène est l'aînée, populaire à l'école, adorée de tous. Jules, elle, vit l'enfer, harcelée quotidiennement, elle n'a aucune amie. Quant à Dany, Suzanne l'a adoptée et la traite comme sa propre fille. Son mari travaille dans l'immobilier, l'aime profondément, et ensemble ils forment une famille heureuse. Le matin suivant, alors que Suzanne se prépare, son mari pressé annonce qu'il va enfin vendre la maison qu'il a construite de ses mains. Suzanne le soutient, soulagée, ils avaient emprunté pour cette propriété. Elle part avec ses 3 enfants, les dépose à l'école, puis se dirige à l'hôpital. Là, mauvaise nouvelle, l'établissement doit transférer Trauma ailleurs. Son traitement est terminé et il n'y a plus de place. Suzanne est dévastée, elle sait que cet enfant court toujours un danger. L'infirmière lui confie qu'elle a contacté chaque famille d'accueil, chaque foyer de la région. Personne ne veut d'elle à cause de son âge. Suzanne réfléchit intensément. Elle décide d'avoir une dernière conversation avec Trauma, juste pour connaître son vrai nom. Mais comme toujours, le silence règne. Suzanne sort, le cœur lourd. Et là, soudain, la fillette parle enfin. Elle murmure son nom, mais... soulagement. Suzanne prend une décision immédiate, elle l'accueille chez elle. Elle ne pose pas de questions. Peu après, elle remarque des marques de chaînes sur les poignets de mai que la petite tente de dissimuler. Suzanne la rassure, lui promettant que personne ne la blessera jamais. De retour à la maison, la famille reçoit Mai chaleureusement. Le soir, pendant le dîner, Mai demande si on peut prier. Elle ferme les yeux, remercie le Seigneur pour la nourriture, puis termine étrangement sa prière en disant « Gloire au roi des démons ». Tout le monde se fige, mais ne semble pas remarquer l'incongruité du moment. Elle monte ensuite dans sa chambre, celle de Jules. Elle remercie Jules de l'accueillir, complimente sa robe. Jules sourit. Mais s'excuse soudainement de ce compliment, implorant Jules de ne rien dire à personne. Jules, perplexe, lui explique que les gens sont généralement heureux qu'on les complimente, que personne ne s'excuse pour de la gentillesse. Mais la remercie et regagne sa chambre. Face au miroir, elle découvre son dos, un pentagramme profondément gravé dans sa chair. Mais commence à se rapprocher de Jules avec une admiration presque étouffante, aspirant à devenir comme elle. Il est évident que Mai n'a jamais eu d'amis, aucune vie sociale. Le lendemain, l'administration hospitalière finit par trouver une famille d'accueil pour Mai. Suzanne l'accompagne pour visiter les lieux. Mais dès que Mai aperçoit une croix au mur, elle panique, terrorisée. En explorant la maison, des enfants dehors lancent accidentellement un ballon vers elle. Mais les effraie tellement qu'ils s'enfuient en courant. Après la visite, Suzanne et Mai quittent les lieux. Derrière elle, la croix se retourne d'elle-même, sans qu'aucune main ne la touche. Suzanne emmène ensuite Mai au centre commercial, lui achète des tonnes de vêtements et d'affaires pour son nouveau foyer. Pendant qu'elles font les courses, Suzanne reçoit un appel. Elle se tourne, mais a disparu. Panique. Elle la cherche partout jusqu'à la trouver dehors. Mais s'excuse et avoue qu'elle ne veut pas aller dans cette nouvelle maison. Elle n'y a nulle part pour se cacher, et elle se sent en sécurité uniquement quand elle est avec Suzanne. Compassion. Suzanne décide de la laisser rester pour le moment, jusqu'à trouver une meilleure solution. Mais explose de joie. De retour à la maison, Mai rejoint Jules qui photographie pour le magazine de l'école. Mai tente une conversation, racontant comment elle fabriquait des poupées avec ses frères et sœurs, parlant sans fin. Jules n'a pas l'air intéressé. Soudain, Mai touche les cheveux de Jules et confesse qu'elle les adore. Jules remercie poliment, mais sent que quelque chose ne va pas chez cette fille. Cette nuit-là, Suzanne et son mari entendent un bruit à leur porte. Ils se lèvent, personne dehors. Pourtant, c'est clair, quelqu'un les espionnait. Le matin suivant, Suzanne prépare le petit déjeuner avec son mari. Soudain, un corbeau s'écrase violemment contre la fenêtre, le verre se brise. Tout le monde se précipite. L'oiseau gît inerte. Suzanne demande à son mari de le porter à un refuge. Il accepte, mais s'approche,
murmure que la vie du corbeau s'achève. Il ignore son commentaire étrange et part. Au refuge, porte fermée. Il abandonne l'oiseau dans la voiture et se rend au travail. À l'hôpital, le détective Alex, assigné à l'affaire de May, vient parler à Suzanne. Elle refuse de le laisser l'interroger, expliquant que la fillette est encore en état de choc. Toute tentative de lui faire revivre ce traumatisme pourrait être catastrophique. Alex lui demande de l'appeler dès que May sera prête. Il décide alors de visiter Amankunti, la zone frontalière où May a été trouvée, un endroit réputé pour ses habitants reclus et secrets qui n'interagissent jamais avec les étrangers. À son arrivée, Alex découvre un couteau couvert de sang. Il le prend comme preuve. Il suit ensuite un sentier à travers une ferme, repère des empreintes de pas. En l'épant, il entend soudain un chœur assourdissant de corbeaux. Il marche vers le bruit et découvre un épouvantail avec une tête de cochon pour y monter dessus. Sur son cadre en bois, un symbole étrange gravé. Alex ne comprend pas sa signification. Il retourne à sa voiture. Le shérif du comté l'Y attend. Son comportement est bizarre, refusant toute information sur May ou sa famille. Alex demande pourquoi personne ne l'a signalé disparu. Le shérif répond que sa famille est profondément religieuse et croit qu'elle rentrera quand elle le décidera. Alex trouve ça louche. Il avertit le shérif qu'il enverra une liste de questions à ses parents. L'autre accepte, puis attend qu'Alex parte. Ce soir-là, le mari de Suzanne rentre. Leur petite fille lui demande des nouvelles du corbeau. Il ment, prétendant l'avoir livré au refuge. Il descend au garage, le corbeau est toujours là, mort maintenant. Il creuse un trou dans le jardin pour l'enterrer. De retour à la voiture, l'oiseau a disparu. Il suppose qu'il s'est envolé. Pendant ce temps, May marche seule dans la forêt, le corbeau mort entre les mains comme un objet sacré. Elle trouve une souche d'arbre coupée, pose l'oiseau dessus, dessine le même symbole mystérieux que le détective avait vu. Puis elle s'agenouille, adorant le cadavre. Un flash du passé. Une petite fille court dans les bois, poursuivie par un homme en uniforme de police. Elle se cache dans un arbre alors que l'homme l'appelle par son nom Suzanne. L'enfant du passé, c'est Suzanne elle-même. Retour au présent. C'est le jour de l'audience judiciaire de May. Ses parents sont censés venir. Le temps passe. Aucun d'eux ne se présente. Pas même un avocat de la défense. Le tribunal décide que May restera sous la garde de Suzanne pendant 90 jours, jusqu'à ce qu'un foyer d'accueil convenable soit trouvé. Le juge ordonne que May fréquente l'école. May jubile, surtout d'apprendre qu'elle sera dans la même classe que Jules. Plus tard, elle dîne avec Suzanne au restaurant. Suzanne s'excuse que la mère de May ne soit pas venue. Les yeux de May se remplissent de larmes en se souvenant de sa mère, celle qu'elle aimait profondément. Un flash du passé. May vit avec ses parents et ses nombreuses sœurs. Tard le soir, May est seule dans sa chambre quand ses sœurs entrent, lui disant qu'elle est l'élu. Elle la regarde avec jalousie, révérence et peur. Mais, elle, pleure silencieusement de terreur. Sa mère arrive avec de la nourriture, lui ordonnant de manger pour avoir la force de réaliser le rituel. Mais la supplie d'arrêter. Sa mère insiste, la chaîne des sacrifices doit continuer pour que Lucifer soit satisfait et que l'étoile du matin se lève à nouveau. Elle promet d'aider May. Moment après, son père et un prêtre arrivent. Ils l'attachent à une chaise. May appelle sa mère au secours. Finalement, sa mère revient, lui place une couronne faite de plumes de corbeau, lui donne une potion pour endormir la douleur. Puis elle demande au père de May de la détacher, affirmant que May sera obéissante. May est placée sur ce qui ressemble à un trône. Un homme vêtu d'une robe de plumes de corbeau se tient derrière elle, les bras levés vers le ciel. Le rituel commence. Soudain, May reprend connaissance et dit à Suzanne qu'elle ne veut pas parler de sa mère. Suzanne respecte son souhait et elle rentre à la maison. Ce soir-là, Suzanne et son mari décident de sortir ensemble, laissant May avec Jules et Danny, leur demandant de regarder un film et de profiter de la soirée. C'est la première fois que May a accès à tous ces appareils électroniques, elle n'a jamais eu de divertissement avant. Elle se rapproche de Jules, aspirant à faire partie de la famille. Quand le film se termine, tout le monde monte se coucher. Soudain, Jules entend un bruit étrange. Elle se lève, mais se tient juste devant elle. Jules sursaute, mais pleure et la supplie de ne pas dire à l'école d'où elle vient, sinon on la harcèlera. Jules promet de garder le secret et permet à May de dormir dans sa chambre. Le matin, elles vont à l'école ensemble. Jules montre à May comment ignorer les harceleurs, puis la présente à Sébastien, l'éditeur du magazine, celui pour qui Jules craque secrètement. Comme le premier numéro sort bientôt, Sébastien décide de mettre May en couverture pour attirer plus de lecteurs. Jules est furieuse, il lui avait promis cette place. Plus tard, May et Jules rentrent avec Suzanne. Soudain, May aperçoit un symbole étrange dessiné sur la voiture de Suzanne. Elle le reconnaît immédiatement et propose nerveusement de laver la voiture. Elle efface la marque frénétiquement, regardant autour d'elle avec angoisse. Entre-temps, le mari de Suzanne essaie de vendre la maison. Il rencontre une femme très riche et ils vont à la chasse ensemble. Il abat un cerf et le ramène à la maison. Il demande si quelqu'un veut l'aider à le découper. May se propose, mais Jules lui rappelle qu'elles ont des devoirs. May rayonne de bonheur, elle n'est pas habituée à cette vie familiale normale, à imiter tout ce que fait Jules. Le jour s'écoule. Tout le monde va se coucher sauf May, qui commence à se remémorer son passé, quand les rituels ont commencé.
Un couteau apparaît dans ses souvenirs, c'est alors que le pentagramme a été gravé dans son dos. Au présent, May entre à la cuisine, prend un couteau, commence à dépecer la viande furieusement, comme si elle prenait sa vengeance sur tout ce qu'elle a enduré. Plus tard, May s'enfonce dans la forêt pour accomplir des rituels étranges. Elle a rassemblé la brosse à cheveux de Jules, la brosse à dents de Suzanne, d'autres petits objets volés à chaque membre de la famille. Elle les place à côté du corbeau mort, dessine des symboles sur le tronc d'arbre, chante et prie. Le lendemain, Suzanne se rend à l'hôpital et tente de contacter le détective Alex. Il lui dit qu'il était censé rencontrer les parents de May. Suzanne attend, puis se rend au commissariat au moment où les parents sont attendus. Au lieu d'eux, un avocat arrive, l'un des plus célèbres, spécialisé dans la défense religieuse. Alex est perplexe. Comment un simple fermier peut-il se payer un tel avocat? Il tente de l'interroger, mais l'homme refuse de parler. Il explique que sans empreinte digitale ou preuve concrète, Alex n'a pas de mandat. Il ne demande qu'une réunion volontaire. L'avocat avertit ensuite Alex que s'il réclame une autre réunion sans preuve, il le poursuivra en diffamation. Il part. Alex bouillonne de suspicion face à ce secret étouffant. Il continue ses recherches sur le pentagramme gravé sur le dos de May, enquête sur l'historique familial. Plus tard, il appelle Suzanne et lui confie que la famille de May appartient à une secte religieuse pratiquant les sacrifices humains et leur symbole est le pentagramme. Suzanne lance ses propres recherches et décide de se rendre au comté. Sur place, elle demande à un habitant où vit la famille de May. L'homme, nerveux, lui ordonne de rentrer immédiatement chez elle. Soudain, des gens l'entourent, hostiles, prêts à attaquer. Elle court à sa voiture et s'échappe. Au commissariat, le détective Alex décide de placer la famille Dodd sous surveillance. Il se rend à l'une de leurs usines, abandonnées. À la place, il voit une foule massive avec un homme vêtu comme un prêtre, portant des robes étranges. Le groupe monte dans un grand camion qui s'enfonce dans la forêt. Alex les suit, caméra cachée. Ils arrivent à ce qui ressemble à une église remplie de centaines de fidèles et d'un homme en robe cérémonielle. Alex filme et retourne au commissariat où il demande à son assistante d'enquêter sur les photos. Elle découvre que tous ces gens possèdent des entreprises établies en 1922 mais chacune est une coquille vide, des façades pour des activités illégales. Elle apprend aussi que le père de May a acheté toutes les terres du comté au fil des années. Lui et les résidents sont devenus complètement autosuffisants, formant une zone fermée que nul étranger ne peut pénétrer. Le shérif en est un allié et membre de cette organisation, voilà pourquoi aucune plainte n'est jamais déposée. Alex réalise que May est extraordinairement importante pour la famille Dodd. Son père est le leader du culte lui-même. À l'hôpital, Suzanne trouve un livre sur le culte et appelle l'auteur. L'auteur refuse de parler au téléphone, terrifié, et raccroche abruptement. Troublée par cette peur, Suzanne retrouve son adresse et la visite en personne, emmenant sa fille Dani. À son arrivée, la femme confie nerveusement à Suzanne qu'elle ne peut pas parler de cette secte par téléphone, elle ne sait pas ce qu'il pourrait lui faire. Suzanne explique la situation de May et son évasion. L'auteur l'avertit d'être extrêmement prudente. Même si May rejette les pratiques de la secte, ses croyances et rituels sont profondément enracinés en elle. La vraie solution? Trouver un autre survivant, quelqu'un qui s'est échappé et a construit une vie normale. Mais verrait que c'est possible de briser la chaîne, cette succession de rituels transmise de génération en génération. Suzanne la remercie et rentre avec Dani. Sur la route, elle remarque une voiture les suivant, celle que le détective avait déjà vue. Elle panique, manque de s'écraser, mais arrive finalement saine et sauve à la maison. Arrivée là, elle demande à May si elle connaît quelqu'un qui a fui la secte. Mais mentionne un homme, Eric. Suzanne reprend espoir. Elle se rend directement au commissariat, trouve Alex, lui raconte tout et lui demande de retrouver Eric, le seul survivant connu. Après, ils parlent plus personnellement. Le sujet de la mère de Suzanne émerge, leur relation est clairement mauvaise. Suzanne refuse d'en parler davantage et part. À la maison, Jules prépare les photos pour Sébastien. Elle en prend quelques-unes de May qui n'a jamais été photographiée, lui fait enfiler une jolie robe et capture de magnifiques clichés qu'elle garde pour elle. Cette nuit-là, Jules les donne à Sébastien sans réaliser que celles de May y sont. À l'école, les photos se propagent partout. Les étudiants remarquent la marque étrange sur le dos de May et l'encerclent, demandant ce que c'est. May explique que ses parents avaient des méthodes strictes, qu'ils étaient durs avec elle. Les étudiants sont émus, lui demandent comment elle a réussi à s'échapper. May répond qu'elle a brisé la chaîne. Tout le monde croit qu'elle parle de courage et de fuite. En réalité, elle parle de briser littéralement la chaîne des rituels. Ce soir-là, Suzanne et son mari font une fête d'anniversaire pour Dani. May et Jules regardent la photo de May sur Instagram. Suzanne la voit, horrifiée de voir la marque visible. Elle réprimande Jules et exige la suppression. Puis elle appelle le directeur de l'école pour forcer son retrait complet. Mais s'excuse, avoue qu'elle a envoyé la photo pour montrer le talent de Jules en tant que photographe. Suzanne lui dit que c'est dangereux pour sa sécurité. Jules éclate en larmes après s'être fait gronder par sa mère. Hélène tente de la réconforter, lui disant que May n'est pas une bonne amie. Mais Jules lui retourne la parole, Hélène devrait rester en dehors. Elle l'accuse d'avoir honte d'elle à l'école, surtout depuis qu'elle fréquente le gars le plus populaire et refuse même de la saluer en public. Jules s'en va furieuse. Cette nuit-là,
Jules va se coucher tandis que May reste éveillée. Soudain, Jules entend la porte s'ouvrir. Elle regarde par la fenêtre, mais s'échappe, tenant une rose blanche, murmurant briser la chaîne d'une manière bizarre. Jules court après elle et tente de la calmer, mais s'effondre, disant qu'elle a brisé la chaîne et que maintenant tout le monde souffrira. Jules la rassure en disant que tout ira bien sans elle, mais May insiste, elle doit repartir, elle est spéciale. Jules lui dit qu'elle peut être spéciale ici, n'importe où, et la ramène gentiment à l'intérieur. En entrant, on découvre que quelqu'un les regardait depuis toujours, le même véhicule qui avait suivi Suzanne. Le lendemain, Suzanne fait la lessive et découvre le chemisier de nuit de May mouillé. C'est celui qu'elle portait cette nuit-là. Elle l'interroge mais dit juste avoir fermé le portail du jardin. Suzanne ne la croit pas et questionne Jules en privé. Jules raconte tout ce qui s'est passé. Suzanne explique que May a été élevée pour croire en certains symboles et rituels, son inconscient en est imprégné. Voir ou penser à ces symboles peut déclencher des comportements étranges sans qu'elle en ait conscience. Jules, ému par cette révélation, éprouve encore plus de compassion et devient protectrice. Pendant ce temps, May retourne à ce tronc d'arbre où elle fait ses rituels. Elle a placé des photos de la famille et leurs objets personnels autour. Elle s'agenouille et prie, implorant que son offrande soit acceptée et que ses rêves se réalisent. Soudain, Suzanne apparaît et lui demande ce qu'elle fait. Mais sursaute, cache rapidement le tronc et prétend juste prier à Dieu. Suzanne lui pose des questions sur Eric et sur ce qui lui arriverait si elle retournait chez elle. May dit qu'elle était très jeune quand Eric a fui, mais elle se souvient d'avoir vu ses parents pendus à un arbre lors d'un rituel. Si elle retourne, le même sort qu'à Marie l'attend. May raconte alors l'histoire de deux frères, Caleb et Seamus Dodd, les hommes les plus célèbres d'une ville frappée par la famine et la pauvreté. Caleb et Seamus adoraient Yahweh, croyaient que Dieu les avait menés en Amérique. Mais la famine les suivait. Les récoltes se desséchaient, les animaux mouraient, les enfants périssaient de faim. Tandis que Seamus restait fidèle, Caleb entendit un signe, un corbeau parlant lui révéla que le chemin de l'obscurité à la lumière passait par Lucifer, qui leur accorderait tout en échange de sacrifices. Seamus meurt et tous le suivent, sauf l'épouse de Seamus, Marie Dodd, brisée de chagrin. Le corbeau dit à Caleb que Marie est spéciale. Pour préserver sa pureté, elle doit se sacrifier. Marie est marquée du pentagramme, devient la première prophétesse, dédie sa vie au culte et finit par se sacrifier. Caleb nomme la secte Shalok Dandal, la maison du diable. Ils créent leur livre sacré, les Alliances. Parce que Marie a lié son âme à Lucifer, elle sauva son peuple et devint le premier lien d'une chaîne qui ne se briserait jamais. En récompense, le corbeau offrit des terres à Caleb, qu'il nomma Amantown, le même comté où vit May. Mais ajoute que l'histoire se répète. La famine est revenue, les récoltes ont échoué, et le culte doit choisir une autre fille spéciale pour épouser le prochain prophète et sauver Shalok Dandal. À Halloween, des météores traversent le ciel, un signe céleste crucial pour la secte. Le détective Alex planifie une opération ingénieuse pour localiser leur base. Il retourne à l'endroit où les gens se rassemblaient et installe une caméra visible dans un arbre, sachant que le shérif la verra. Le shérif la remarque, la saisit, sans réaliser qu'Alex a installé un système de localisation. Quand la caméra bouge, Alex reçoit une alerte. Il suit immédiatement le signal. Pendant ce temps, Jules et May se préparent pour la fête d'Halloween et la danse ensuite. May s'habille exactement comme Jules, elles semblent jumelles. Danny aussi se prépare pour une petite fête chez une amie, et Suzanne lui rappelle de ne pas oublier son auto-injecteur d'adrénaline. Une fois tout le monde parti, Suzanne s'arrête à l'hôpital et son mari rencontre des acheteurs potentiels. À la fête, Danny marche seule, elle se fait toujours harceler et n'a pas d'amis. Elle collecte des bonbons dans son panier. Soudain, quelqu'un déguisé en épouvantail lui offre des sucreries. Elle en prend un et le mange, puis décide de rentrer seule. Rapidement, les symptômes apparaissent, les bonbons contiennent des cacahuètes, elle y est gravement allergique. Elle cherche frénétiquement son injecteur, ne le trouve pas. Étouffant, elle atteint la maison et dans son sac. Mais elle s'effondre et perd connaissance. À la fête du lycée, Jules et May se tiennent avec Sébastien tandis qu'Hélène garde ses distances. Jules remarque que Sébastien s'intéresse à May et l'invite même à danser malgré le fait que Jules l'aime. May accepte et ils dansent ensemble, ignorant complètement Jules qui se retrouve seul et brisé. Puis un étranger aborde Jules, prétendant être un ancien qui est venu retrouver des connaissances. En ce moment même, le détective Alex localise enfin le lieu des rituels cultistes. Il voit un homme en robe de plume de corbeau et photographie son visage. Il les observe abattre un cochon et placer sa chair dans une étrange machine ancienne qu'il écrase comme une offrande. Les membres chantent briser la chaîne en effectuant le rituel. De retour à la fête, May part avec Sébastien tandis que Jules refuse de les suivre et reste seul. Le même homme qui lui a parlé plus tôt lui propose un trajet et elle accepte. Hélène rentre pendant ce temps avec une copine et découvre la porte d'entrée ouverte. Elle se précipite, Danny gît inconsciente sur le sol. Elle panique et l'emmène à l'hôpital. À cet instant même, le mari de Suzanne est assis dans un bar quand il reçoit un appel qui le choque complètement. À l'hôpital, Danny est admise d'urgence tandis que les médecins appellent Suzanne en urgence. Quand Suzanne la voit, elle s'effondre d'horreur. En même temps, son mari rentre à la maison pour la trouver engulfée dans les flammes.
Ailleurs, Jules réalise que quelque chose ne va pas avec cet homme. Il parle étrangement, dit qu'il l'emmène où elle appartient. Il la conduit à un champ isolé entouré de fermes, lui demande de s'asseoir à l'arrière du camion et de regarder le ciel. Il dit que les météores apparaîtront demain et qu'il pourrait qu'emmener. Jules, pensant qu'il flirte, sourit timidement jusqu'à ce qu'il lui prenne la main et dessine un symbole bizarre dessus, disant que c'est un cadeau de lui. Il révèle son nom, Noah. À l'hôpital, Suzanne reste au chevet de Danny tandis que May et Hélène arrivent. Jules manque à l'appel, laissant tout le monde inquiet. Cette nuit-là, tous rentrent à la maison. Suzanne confronte son mari après avoir appris que la maison a brûlé. Elle est furieuse. Elle lui dit qu'il a gaspillé toutes leurs économies, qu'elle a travaillé des quarts supplémentaires pendant 2 ans pour que la famille survive et qu'il aurait dû rester avec les enfants au lieu de boire. Son mari réagit en l'accusant d'agir comme si son travail était plus important que le sien. Soudain, Jules arrive, s'excuse d'être en retard et monte directement dormir. Le matin, May prépare le petit déjeuner tandis que Jules raconte excité sa rencontre avec ce mec. Elle semble heureuse mais distante, encore blessée que May l'ait abandonnée à la danse. Puis May remarque le symbole sur la main de Jules et se fie. Elle réalise immédiatement que son frère prévoit d'enlever Jules. May tente de l'avertir, la supplie de ne plus revoir Noah, mais Jules suppose que May est jalouse et amère. Elle dit « Tu as déjà Sébastien. Pourquoi tu ne peux pas juste me laisser quelque chose ?» et s'en va. Terrifiée, May court dans la forêt, trouve une fleur spécifique, revient en courant à la maison. Elle croise le mari de Suzanne qui l'interroge agressivement sur son implication dans l'incendie, l'accusant que sa secte a brûlé la maison pour la récupérer. May tombe à genoux, s'accroche à ses jambes et marmonne des chants étranges comme une prière ou une supplication. Dérangé, il s'écarte et s'en va furibond, la laissant tremblant sur le sol. À la maison, May glisse la fleur spéciale dans l'assiette de Jules pour la rendre somnolente et qu'elle ne sorte pas. Mais Jules refuse de manger, et c'est le mari de Suzanne qui finit de prendre l'assiette à la place. Jules s'échappe pour rencontrer Noah, inconsciente du danger. May la suit en panique, la supplie de revenir et explique que Noah veut l'enlever. Jules, confuse, demande pourquoi ils veulent tant que May revienne. Mais hésite et dit simplement que son père est malade. Pendant ce temps, au commissariat, Alex et son assistante analysent les photos du culte. Il se souvient de cette étrange machine, celle où il avait vu placer la chair et une épaisse substance huileuse en coulée. Son assistante suggère que ce pourrait être du savon, de la glycérine ou de la graisse animale, tous hautement inflammables. Elle effectue des recherches en ligne et confirme que cette substance pourrait effectivement servir d'accélérant. Cela rappelle à Alex un ancien cas impliquant Eric, celui qui a fui la secte. Eric vivait autrefois dans un refuge pour toxicomanes près de la frontière d'Amantown où un incendie mystérieux s'était déclaré des années auparavant. Le propriété produisait des pavots pour les drogues et contenait des matériaux chimiques. La police n'avait jamais pu déterminer la cause de l'incendie, mais Alex a toujours suspecté un accélérant à base animale, exactement le type que la secte fabrique. Le seul survivant ? Un homme nommé James, devenu une légende locale. Déterminé d'en savoir plus, Alex visite James en personne. Mais James est nerveux, niant toute connaissance de la maison, de son propriétaire ou de la connexion d'Eric à une secte sataniste. Son comportement évasif convainc Alex qu'il cache quelque chose. À l'hôpital, Suzanne enquête sur Eric de son côté. Elle utilise secrètement la carte d'accès de la réceptionniste pour lire les dossiers patients. Mais la réceptionniste la dénonce et Suzanne est convoquée par le chef psychiatre. Durant cette réunion, Suzanne admet qu'elle voulait juste aider May et qu'elle se sent responsable d'elle, émotionnellement et moralement, comme si May était sa propre fille. Le psychiatre veut comprendre pourquoi Suzanne s'attache tellement et commence doucement à évoquer son passé. Suzanne baisse la main, on voit une vieille cicatrice de brûlure à son poignet. Elle commence lentement à parler de sa mère et de son beau-père qui l'abusait pour des broutilles. On flash sur l'enfance de Suzanne. Son beau-père Danny était officier de police, c'est lui qui l'avait poursuivi dans les bois avec un chien, l'obligeant à grimper dans un arbre de terreur. Suzanne explique que l'abus a continué en grandissant. Un jour, il l'a menottée à un radiateur et a monté la chaleur. Les menottes brûlaient sa peau tandis qu'elle criait pour que sa mère l'aide. Mais sa mère avait trop peur pour le confronter. Ce jour-là, Suzanne a compris qu'elle devait s'échapper pour survivre. Elle a attendu qu'il soit ivre, a supplié sa mère de fuir avec elle. Mais sa mère refusa, disant qu'elle ne pouvait pas le quitter, qu'elle n'avait personne d'autre. Danny avait le contrôle mental complet de sa mère, la convainquant toujours que tout était de sa faute, que la punition était méritée. Finalement, Suzanne s'est échappée seule, a démarré une nouvelle vie dans une autre ville, s'est mariée, a eu des enfants. Le psychiatre écoute et analyse doucement son histoire. Elle explique que tandis que la mère de Suzanne n'était pas entièrement responsable, elle était aussi victime d'abus, une autre part d'elle était responsable d'avoir choisi un homme violent et d'avoir forcé sa fille à vivre cette cauchemar. Elle dit à Suzanne que son esprit conscient c'est qu'elle n'était qu'une enfant incapable de se protéger. Mais au plus profond d'elle, elle reste en colère contre sa mère de ne l'avoir jamais protégée. Et c'est cette colère, explique-t-elle, qui pousse Suzanne à être surprotectrice avec May. Elle essaie inconsciemment de réparer ce que sa mère n'a pas fait. Suzanne réalise que le médecin a raison, mais refuse de l'admettre. Elle la remercie et part en silence. Ailleurs dans la ville,
Noah arrive au point de rendez-vous avec Jules, mais elle n'est pas là. Il réalise que May l'a averti et retourne à la maison. Il dit à son père ce qui s'est passé et s'excuse d'avoir échoué à enlever Jules. Son père paraît frêle et malade, ou peut-être effectue-t-il un rituel, des tubes médicaux avec des transfusions sanguines coulent à travers lui. De retour en ville, Suzanne rentre et s'excuse auprès de son mari, disant qu'elle était juste sous beaucoup de stress. Il lui raconte ce que May a fait plus tôt et confesse qu'il est profondément mal à l'aise. Il dit que May a mis tout le monde mal à l'aise et veut que Suzanne la renvoie. Mais entend la querelle et le cœur se brise. Réalisant comment sa présence a causé de la douleur, Suzanne, en conflit, dit à son mari qu'elle trouvera d'abord un foyer sûr pour May. Elle monte dans la chambre de May pour vérifier si ça va. Son mari commence soudainement à se sentir étourdi, c'est la fleur que May avait mise dans la soupe qui le fait sombrer dans un profond sommeil. Cette nuit-là, Suzanne reste éveillée, perdue dans ses pensées et douloureux souvenirs d'enfance, touchant distraitement la cicatrice de brûlure à son poignet jusqu'à ce qu'elle finisse par s'endormir. Le lendemain matin, May continue ses rituels, s'enduisant de son propre sang sur le tronc d'arbre. C'est le jour de la moisson, une célébration officielle pour la ville entière. Suzanne sort sa vieille robe pour que Hélène la porte, mais Hélène refuse. May propose gentiment de l'altérer pour la lui bien, mais Hélène décline. Moment après, Teddy, le petit ami d'Hélène, arrive et la confronte sur le fait de l'ignorer. Hélène lui dit froidement qu'elle ne veut plus continuer leur relation, s'éloigne et rentre. À ce moment, Suzanne reçoit un appel l'informant qu'un foyer approprié a été trouvé pour May. Elle dit à May la bonne nouvelle, l'assurant qu'elle vivra une vie heureuse avec tout ce dont elle aura besoin. May prétend être heureuse, sourit faiblement, mais au plus profond d'elle, elle est dévastée. Elle ne veut pas quitter Suzanne. Plus tard ce matin-là, les filles de Suzanne se rendent à l'école et le détective Alex arrive à la maison. Il dit à Suzanne ce qu'il a découvert sur le prêtre et comment il sent que l'homme cache quelque chose d'important. Alex demande à Suzanne d'essayer de parler au prêtre elle-même, et elle accepte. Cette nuit-là, Suzanne et Alex se rendent ensemble à l'église. Pendant ce temps, le mari de Suzanne est convoqué pour interrogatoire sur l'incendie de la maison. La police soupçonne qu'il l'a peut-être allumé lui-même, car il avait récemment rejeté une offre de vente et avait demandé une prolongation supplémentaire à la banque avant qu'elle ne soit saisie, ce qui soulève des soupçons sur le mobile financier. Il essaie de convaincre l'enquêtrice de son innocence, mais elle le garde en détention jusqu'à l'arrivée de son avocat. Entre-temps, à l'église, Suzanne et Alex trouvent le prêtre et commencent à parler avec lui. Suzanne demande s'il connaît quelqu'un nommé Eric. Au moment où le nom quitte ses lèvres, le prêtre se fige, visiblement secoué. Sans dire un mot, il se tourne rapidement et s'en va. Suzanne l'appelle à nouveau, cette fois en criant son nom, Eric. Il s'arrête net, se tourne nerveusement et tente de fuir par une porte latérale, mais Alex lui bloque le chemin. Acculé, le prêtre avoue enfin la vérité. C'est lui, Eric. Il raconte le jour où il s'est échappé de la secte satanique, expliquant que son titre au sein du groupe était la lanterne, un nom symbolique signifiant la lumière qui livre la punition aux pécheurs au nom de la secte. Mais en réalité, les soi-disant punitions n'étaient rien de plus que des meurtres rituels déguisés en actes de foi. Eric explique que la secte effectuait ses vengeances en allumant des feux utilisant de la glycérine extraite du gras de porc produit sur leur propre ferme. Un jour, on lui ordonna de brûler une maison connue pour cultiver et fabriquer des drogues. Mais quand il arriva, il découvrit que des jeunes gens y vivaient à l'intérieur, et il ne put se résoudre à les tuer. Il retourna donc à la secte et confessa qu'il ne pouvait pas accomplir la tâche. En réponse, ils l'ont battu à la tête et l'ont traîné de force vers cette même maison, ayant l'intention de le brûler vif comme punition. Il continue, disant que toute l'opération avait été ordonnée par le père de May, le leader de la secte. Suzanne demande comment il a changé d'identité après. Eric explique qu'en se réveillant, il était à l'hôpital avec les infirmières l'appelant James parce qu'un portefeuille avec ce nom avait été trouvé près de lui. Il l'a pris comme un signe de Dieu, une opportunité de recommencer, de se repentir de ses péchés et de dédier sa vie à la vraie foi. À partir de ce moment, il a choisi de vivre en tant que père James, aidant d'autres à trouver le salut et rester loin de l'obscurité. Suzanne lui raconte alors le pentagramme sur son dos, le plan de la secte de la sacrifier dans un rituel similaire à celui de Marie. James révèle que la marque signifie que la personne est afflicted, choisie pour être purifiée par le feu de Lucifer. Il explique que May est destinée à être brûlée vive, tout comme Marie l'a été. Il dit à Suzanne que la vérité sur le sacrifice de Marie est bien plus sombre que ce que la secte enseigne. En réalité, Marie n'a jamais volontairement offert sa vie. Elle y a été forcée. Elle avait refusé de marier Caleb, le frère de son défunt mari, et par jalousie et ressentiment, Caleb a propagé des mensonges, convainquant la secte que Marie était l'élue. Il prétendait qu'elle s'était offerte en sacrifice pour les sauver. Et ils l'ont brûlée vive au nom de la foi. Cette histoire est devenue le mythe fondateur de la secte, utilisé pour contrôler et manipuler ses fidèles, s'assurant qu'ils obéiraient et répéteraient les rituels sans question. James avertit Suzanne que le rituel se déroule toujours pendant la pleine lune, qui est précisément cette nuit même. Réalisant que May court un danger immédiat et que la secte pourrait déjà la planifier d'enlever, Suzanne panique.
Elle se précipite à sa voiture et accélère aussi vite qu'elle peut vers le lieu de rassemblement de la secte tandis qu'Alex retourne au commissariat pour préparer du renfort et coordonner une réponse. À la station, Alex apprend que le mari de Suzanne est toujours détenu pour interrogatoire. Il rencontre le détective principal et lui explique tout ce qu'il a découvert. Il lui dit qu'elle doit avoir trouvé des traces d'accélérants à base animale dans le rapport d'expertise judiciaire. Choquée, la détective demande comment il le sait. Alex révèle que c'est la famille Dodd elle-même qui a brûlé la maison par vengeance contre Suzanne pour avoir protégé leur fille mais de leur prise. La détective est horrifiée et avertit Alex que cette secte particulière est dangereuse. Ils ont des alliés puissants dans les hautes sphères gouvernementales et les affronter directement pourrait être mortel. Malgré tout, Alex insiste pour agir. Il rencontre le mari de Suzanne et le presse de rentrer immédiatement chez lui pour être avec sa famille. Pendant ce temps, au festival de la moisson, May est couronnée reine des moissons, tenant un bouquet de fleurs. Mais dès que les fleurs touchent ses doigts, elle est frappée par des souvenirs vivaces. Des mémoires d'elle-même effectuant un ancien rituel, se tenant dans la même position, tenant le même type de fleurs. Jules l'observant de loin reconnaît instantanément ce regard dans ses yeux, cette même transe dissociative qui se produit chaque fois qu'elle voit l'un des symboles sacrés de la secte ou quand elle est déclenchée par la peur. Réalisant que May est en danger, Jules se précipite vers elle pour la ramener à la réalité. Mais quand elle atteint la scène, May a disparu, s'est volatilisée. En même temps, Suzanne conduit rapidement vers le festival quand une voiture la heurte soudainement par derrière, la faisant tournoyer hors de la route. Elle perd connaissance pendant un moment. En se réveillant étourdie et saignante, elle se repousse dans la voiture et fonce vers le terrain forain. En arrivant, elle apprend que May a disparu. Désespérée, elle décide de la rechercher et de la sauver elle-même. Suzanne ordonne à Jules de rentrer à la maison et d'appeler son père tandis qu'elle part à la recherche de May. De retour au domaine Dodd, le père de May se prépare pour le rituel final. Il effectue une cérémonie sanglante à l'intérieur de la vieille église, attendant l'arrivée de May. Quand elle arrive, elle est amenée à l'autel et la secte commence à chanter tandis que les flammes des torchers rituels scintillent autour d'elle. Suzanne parvient à s'introduire furtivement dans le bâtiment, le cœur battant la chamade, elle voit May se tenir au centre du cercle rituel. Soudain, le shérif la repère et se précipite en avant, l'attaquant par derrière. Mais quand Suzanne voit les menottes accrochées à sa ceinture, cela déclenche un flashback traumatique de son beau-père Denny la menottant au radiateur. Submergée par la rage et l'adrénaline, Suzanne se bat férocement, attaquant le shérif avec la force d'années de douleur enterrée, comme si elle combattait Denny lui-même. Elle parvient à se libérer. Mais dans la lutte, elle renverse accidentellement une torche enflammée qui s'écrase derrière elle. À ce moment, le père de May et le reste de la secte se rassemblent autour d'une plateforme en bois surélevé où May doit être brûlée vive. La foule encercle la structure, chantant en unisson tandis que May et sa mère montent la plateforme ensemble. Au moment où le rituel est sur le point de commencer, les flammes éclatent. L'église prend feu. La panique se propage tandis que le père de May et les autres se précipitent pour l'éteindre, laissant May et sa mère derrière. Suzanne apparaît, escaladant vers la plateforme pour sauver May, mais la mère de May lui bloque le passage. Dans le chaos, May saute soudainement de la plateforme et Suzanne plonge après elle. Quand elle touche le sol, Noah émerge et attaque Suzanne, mais May saisit un morceau de bois et le frappe par derrière, le mettant inconscient. Pendant ce temps, le détective Alex découvre que Suzanne est en ville d'Amman et se précipite vers le comté. À son arrivée, le shérif le confronte, pointant un fusil sur sa tête. Alex réagit en premier, tirant sur le shérif et mettant fin à sa vie. À l'intérieur, le feu se propage rapidement et May et Suzanne réussissent à s'échapper de l'église brûlante juste à temps. Dehors, ils trouvent Alex qui les attend et saute dans sa voiture. Derrière elle, la mère de May effectue le sacrifice ultime, s'offrant à la place de May, marchant volontairement dans le feu et mourant dans les flammes par son propre choix. 2 semaines plus tard, la vie a changé. Suzanne décide de laisser May vivre avec elle de façon permanente, sentant qu'elle peut finalement la protéger et lui donner la famille qu'elle n'a jamais eue. Mais son mari n'est pas d'accord. Il ne peut plus supporter le chaos et s'en va avec leur fille, louant un petit appartement pour lui. Malgré la douleur, la relation de Suzanne avec ses 3 filles s'améliore graduellement et elle commence à guérir. La thérapie l'aide à confronter son passé et trouver la paix. Elle vit tranquillement avec May, se sentant heureuse et épanouie, croyant qu'en sauvant May, elle s'est d'une certaine manière sauvée elle-même. Pendant ce temps, Alex est promu pour son travail exposant un réseau de cas d'incendies criminels mystérieux liés aux rituels illégaux de la secte, même si aucune preuve solide n'a jamais été trouvée. Il reçoit l'autorisation complète d'enquêter sur Amman Town. Mais quand il y retourne, la région entière est abandonnée. Les Dodd et tous leurs fidèles ont disparu. Alors qu'il cherche, il trouve une voiture étrange cachée près de la lisière de la forêt. Il lance la plaque d'immatriculation et demande à son assistante de retrouver le propriétaire. Moment après, il reçoit des nouvelles choquantes. Alex appelle immédiatement Suzanne et demande « Connais-tu quelqu'un nommé Teddy ?» Elle répond « Oui, c'était le petit ami de ma fille Hélène. » Pourquoi ? Alex lui dit que May avait échangé les fleurs de la fête des moissons, celles utilisées pendant la cérémonie de couronnement avec des roses blanches, un symbole sacré de la secte.
Il explique que May avait trompé tout le monde, les faisant croire que la secte avait tenté la récupérer, quand en réalité, elle était retournée à Amman de sa propre volonté, volant les clés de voiture de Teddy et se retranchant pour accomplir quelque chose. Alex admet qu'il ne sait pas pourquoi elle l'a fait, mais il pensait que Suzanne méritait de savoir. Choquée et le cœur brisé, Suzanne raccroche le téléphone. De l'autre côté de la pièce, May la regarde silencieusement, réalisant que la vérité a été exposée. Avec un sourire tremblant, elle demande doucement à Suzanne de s'asseoir avec elle et de partager le dîner, essayant de s'accrocher à la seule personne qui y reste. En dernière scène, la caméra dérive à travers la forêt sombre jusqu'au tronc d'arbre où May effectuait ses rituels. Le sol autour est couvert de cordes, de plumes et d'os, formant des motifs étranges. Sur l'écorce, il y a désormais un petit autel improvisé. Une photo découpée de la jeune Suzanne placée à côté d'une photo de May, collées ensemble comme si liées par un sortilège, les deux visages côte à côte sous le pentagramme gravé, un charme glaçant assurant qu'elles ne seront jamais séparées. L'écran s'assombrit. Fin de la série.